Oui. Donc, Francky va faire pour nous un exposé sur l'identité, et je crois que c'est sur l'identité, la construction identitaire des mannequins, comment ça se passe. Donc, là, Francky, d'abord, je commencerai par te dire merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et puis, donc, on est dans un cours de psychologie sociale. En fait, Francky a eu ce cours avec moi. Francky connaît les modalités. Je crois que Francky a eu, je pourrais toujours me tromper, mais genre 95 ou 97 pour ce cours. Je ne me rappelle plus la note que Francky a eue quand il était étudiant. Donc, je crois est-ce que c'était pas en 2017 ou 2018? Francky pourrait toujours revenir sur ces histoires, mais en tout cas, donc Francky, je te cède la parole. Donc, tu as carte blanche. Donc, merci déjà pour cette belle intervention que tu vas nous garantir. Merci, professeur. Merci beaucoup. Merci aussi je prends ça pour des éloges. Ouais. Euh, alors, je ne sais pas si vous me recevez bien. C'est bon, Oui, ça oui, passe? ça passe très, très bien. Très, très bien. D'accord, d'accord, merci. Bon, comme vous venez de faire, professeur, la présentation, bon, permettez-moi de reprendre la présentation. Je suis Francky Saint-Fleur, maintenant étudiant en master en développement. Comme a dit le professeur, j'ai été parmi les meilleurs étudiants euh, en psychologie sociale. Bon, je ne voulais pas dire meilleur étudiant à la fac dans la promotion d'Arina Kiobon, mais plutôt meilleur étudiant euh, pour le cours de psychologie sociale. En fait, j'ai eu 95 sur 100. C'était en 2019, genre période de crise. En fait, je me rappelle que c'était tellement difficile qu'on avait à remettre, je crois que c'était 6 comptes rendus en une semaine, c'est-à-dire en 7 jours, fallait lire près de 13 documents, en fait 15 documents, au moins 15 documents pour produire 6 synthèses, enfin pour pouvoir réussir le cours. Donc, ça a été pour moi un gros challenge, en fait un gros challenge parce que en 7 jours, lire des documents et aussi produire, ça a été pour moi très lourd, mais j'ai gardé une bonne forme. Et puis voilà. Bon, en fait, pour la présentation d'aujourd'hui, on va parler de l'identité, mais principalement de l'identité dans la mode. Je vais pas, euh, je vais pas parler tout court de l'identité, parce que l'identité, c'est pas ma spécialité. En fait, c'est plutôt la mode, ma spécialité. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'identité dans la mode. Il faut dire que mes travaux de recherche sont axés principalement sur la mode. Euh, Bientôt, pour le professeur Larose et moi, on va sortir un livre. Euh, Ça va être bientôt, ça va être au Canada. C'est un livre sur la mode. Puis, mon travail de recherche aussi en licence était sur la mode. Et mon sujet de recherche en master, c'est publier euh, une dizaine d'articles. En fait, c'est pas dans des revues scientifiques, puisqu'en Haïti, on en a presque pas. Donc, c'était au national et dans d'autres quotidiens que j'ai pu publier des articles aussi sur la mode. Alors, permettez-moi de vous partager mon écran, comme ça pour que ça puisse... permettez-moi. Très bien. Vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran? Oui, très bien, très, très bien. Pour moi, c'est Très professeur. bien. OK. Oui, donc, comme je l'ai dit, on va parler de l'identité dans la mode.
Maintenant, je pense que pour commencer, on va tenter de définir l'identité euh, selon plusieurs approches ou tout au moins plusieurs auteurs. On va commencer à dire que l'identité sonne développe à propos d'elle-même. Ça, c'est une définition d'étape. On va dire que l'identité aussi permet de rester le même, de se réaliser soi-même et de devenir soi-même dans une société ou dans une culture donnée. L'identité aussi, c'est en relation avec les autres. Donc ça, c'est le point de vue de TAP sur l'identité. Mais quant à Hippie, lui, il a sorti son livre en 2015. Il dit que l'identité, c'est ce qui fait qu'une personne soit elle-même et non pas une autre. Par exemple, reconnaître et de la distinguer des autres. C'est-à-dire, pour parler de l'identité selon Hippie, il faut d'abord pouvoir s'identifier. Il faut oui, oui. Donc, si vous me recevez maintenant, je vais continuer. Et Francky, tu peux continuer, c'est bon. Oui, donc, comme je le disais, avec la présentation. Oui, oui. Donc, si vous me recevez, il faut me le dire, genre, à répétition, parce que là, Oui, ça passe très vous bien. pouvez aussi le dire dans le chat, comme ça. Oui, oui. Et vous pouvez aussi me faire savoir est-ce que je passe bien dans le chat aussi, comme ça, je saurai quand ça passe. Comme ça, je saurai quand ça passe et quand ça coupe. Dans le... Alors, je venais de parler de hippie maintenant. Je disais que selon les deux points de vue, l'identité serait donc sujette à différents types d'interprétations. L'identité peut être aussi entendue comme un phénomène qui est spécifiquement collectif. Là, on va dire que l'identité dénote avec une sorte de similitude qui est fondamentale et conséquente entre les membres d'un groupe ou d'une catégorie. L'identité aussi peut être entendue comme, en fait, de manière objective. Donc là, on parle de similitude en soi. Donc ça, cette forme d'identité peut être éprouvée par ce qu'on appelle le ressentiment ou la perception, c'est-à-dire ce qu'on perçoit. L'identité est constituée, selon Baker, de ce qu'un individu est capable de faire, en fait, ce qu'un individu est capable de faire et fait, mais aussi de ce qu'il sait, de la manière dont il se présente les choses et lui-même. Donc, Baker dit que dans ce sens, la code de ses émotions, soit des besoins et des valeurs. Donc, on va continuer à dire que l'identité peut être résulter d'une sorte de reconnaissance qui est à la fois réciproque, c'est-à-dire réciproque à soi, mais aussi réciproque à l'autre. Donc, l'identité
en fait, elle peut naître d'un processus à la fois conflictuel où se construisent des interactions individuelles, des pratiques sociales objectives et subjectives. Et c'est à ce sens que Mead parle de ce qu'on appelle de socialité. Socialité, pour Mead, c'est entretenir entre les autres. C'est une sorte de médiation. C'est un langage, c'est-à-dire un langage qui est partagé. Parce que là, on va comprendre que l'identité, bien sûr, il y a l'identité pour soi, mais aussi l'identité, c'est un rapport avec l'autre. Donc, moi-même, je dis que ce langage, le langage dont parle Mead, c'est un langage à travers lequel le monde peut comprendre. C'est un langage qui est partagé, c'est un langage que tout le monde peut comprendre. Donc, cette connotation du langage, de cette socialité que parle Mead, moi-même, je dis que c'est une sorte d'unilatéralité de l'identité. Parce que le langage, ce n'est pas simplement le langage verbal. Si l'on est dans l'identité, dans la mode, l'on va aussi parler du langage vestimentaire. Et l'on verra un peu plus loin ce qui est, en fait, ce qu'on appelle le langage vestimentaire. Tout le monde est là? Ça passe? Il faut OK, c'est bon, ça passe Très bien. bien. Très bien, très bien. Maintenant, disons qu'on essaie de comprendre l'identité. Il faut dire que l'identité, on ne peut pas prétendre comprendre l'identité en dehors de l'identité individuelle, mais aussi de l'identité collective. Parce que si l'on veut bien comprendre ou bien saisir l'identité, il faut tenter de comprendre l'identité individuelle, mais aussi l'identité collective. Et à travers cette présentation, nous allons essayer de comprendre d'un point de vue l'identité individuelle, comment le mannequin se construit, mais d'un point de vue collectif, c'est-à-dire dans l'identité collective, comment perçoit-on ce qu'on appelle le mannequin ou tout au moins la mode, qui est un point de vue plutôt général. Alors, selon Messier, l'identité individuelle, lui dit que l'identité individuelle est processuelle. Elle est faite de détours et de retours, de refoulement et d'activation du refoulé. L'identité emprunte et se différencie, c'est-à-dire l'identité individuelle. L'identité individuelle aussi, elle imite tout en transformant. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire l'identité individuelle, ce n'est pas quelque chose qui est figé, ce n'est pas quelque chose qui est genre, qui est statique. C'est-à-dire, c'est quelque chose, en fait, elle est née d'un processus. Donc, l'identité individuelle, comme a dit Monsieur, elle emprunte, mais aussi elle différencie. C'est-à-dire, si on est dans l'identité individuelle, on n'est pas genre dans le sens commun, mais plutôt en fait, on voit l'individu. Donc, pour bien comprendre l'identité individuelle, elle est construite à partir de nos interactions sociales et des expériences avec les autres de manière consciente et inconsciente. C'est-à-dire, l'identité individuelle, elle est construite non seulement à travers nos interactions avec les autres, ce sont des interactions qui peuvent être conscientes, mais aussi des interactions qui peuvent être inconscientes. Donc, c'est pourquoi Villaça, elle a dit que l'identité subit aujourd'hui un phénomène qu'on appelle un phénomène de décentrement, un phénomène de glissement et de fragmentation. Donc, c'est comme quoi l'identité, elle tente, en fait, l'identité perd sa valeur à travers ce qu'on appelle la postmodernité. Donc, on parle de célébration mobile avec Villaça. Et parler de l'identité individuelle, ce n'est pas simplement parler de l'individu. Donc, on ne voit pas, ce n'est pas une simple affaire d'individu, mais la construction identitaire est de part en part une question sociale. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est dire l'individu seul ne peut pas construire son identité, même si on est dans l'identité individuelle. L'individu seul ne peut pas lui-même construire son identité, mais cette identité individuelle, elle est construite à travers à travers des interactions, à travers des relations sociales.
Donc, on dit que l'identité l'est dès le départ en mobilisant des attributs sociaux, en fait, des attributs sociaux, des catégories sociales significatives, des désignations codifiées et aussi normatives. C'est-à-dire, cette identité individuelle, elle est construite, en fait, elle est mobilisée à travers des normes sociales, à travers des catégories sociales, mais aussi à travers de nos rapports sociaux. Donc, l'identité individuelle est toujours à l'arrivée, du moins à ce qui se présente à chaque instant pour les mêmes raisons. Donc, comme je le dis, comme je l'ai dit, pour Goffman, l'identité d'un individu, c'est que, en fait, c'est ce qui c'est l'apport par le jeu de l'interaction. Et cette interaction résulte alors d'une opposition. Vous me savez, il y a quelqu'un il y a un étudiant qui a laissé son micro ouvert. OK, oui, ça passe. Très bien, merci. Oui. Donc, l'identité sociale, comme je l'ai dit, elle résulte d'une sorte de conformité et non pas d'une impression que cela se produit par autrui ou d'une sorte de manifestation. Donc, Goffman dit que l'identité personnelle s'articule autour du contrôle d'une affirmation dans une situation relationnelle donnée. Maintenant, pour faire suite, vous me recevez? Ça passe bien jusque-là? C'est bon. D'accord, d'accord. Nous sommes à Goffman qui dit que l'identité d'un individu qui s'élabore par le jeu de l'interaction résulte alors de l'opposition entre l'identité pour autrui et l'identité pour soi, c'est-à-dire une identité qui est prise dans le dilemme entre l'identité pour autrui et l'identité pour soi. Donc, l'individu, il est coincé entre l'identité pour soi-même, en fait, l'identité pour soi et l'identité pour autrui. Parce que l'on va comprendre un peu plus loin avec ce qu'on appelle l'identité collective. Mais maintenant, comment comprendre l'identité du mannequin à travers l'identité individuelle? Parce que si l'on veut comprendre vraiment l'identité dans la mode, il faut l'identité individuelle. L'identité dans la mode, c'est une identité qui passe par le corps. Parce que le corps, c'est l'élément à travers lequel le mannequin manifeste, ou l'identité manifeste, ou l'identité se manifeste. Alors, c'est-à-dire, parler de l'identité du mannequin, c'est parler d'abord du corps. Parce que le corps du mannequin, c'est l'élément à travers lequel l'identité se manifeste. Il faut dire que les mannequins peuvent s'apparenter, bien sûr, à des créatures inhumaines, quelquefois qui sont dotés de corps aux proportions tout à fait impeignables. Quand je parle de proportions impeignables, soit par la minceur ou bien sûr par la rondeur, parce que il y a différentes catégories de mannequins et l'on verra, l'on pourrait voir à travers des défilés une sorte de mise en scène, soit par des corps qu'on pourrait dire, mais, qu'on pourrait qualifier de trop minces ou aussi de trop, en fait, ou des corps avec trop de rondeur aussi. Donc, le corps, à travers, au regard des mannequins, on dirait que c'est un médiateur qui permet au mannequin de faire une mise en scène. Une mise en scène soit d'une histoire ou d'une idée. Cette histoire, elle peut être racontée soit par la peinture, ce qu'on appelle le body painting dans la modernité,
parce que pour l'instant, on voit sa peinture, on voit aussi des protestations dans les rues avec de la peinture, des meetings avec de la peinture, donc on appelle ça body painting, soit par les vêtements. Ce qu'on appelle les vêtements, c'est ce qu'on porte tous les jours. Donc, de ce point de vue, le mannequin doit s'approprier du sens du vêtement ou de la peinture et il doit jouer le rôle avec. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la peinture, certes, la peinture a une interprétation, mais la peinture sur le corps, ça a une autre interprétation. Et l'interprétation qu'on va donner à la peinture sur le corps, c'est comment, c'est le jeu, c'est-à-dire, c'est l'expressivité du corps du mannequin à travers lequel en fait, il expose la peinture. Si l'on veut comprendre si l'on veut comprendre l'histoire, si l'on veut genre, vendre l'idée, ça va passer par l'expression, en fait, par l'expression du corps. Donc, c'est de là qu'on va comprendre l'identité individuelle du mannequin. C'est-à-dire l'identité individuelle du mannequin. Le mannequin seul, pris seul, il manifeste son identité, et bien sûr, avec son corps. C'est-à-dire ce corps qu'il a, ce corps, bien sûr que c'est un corps qui est construit, c'est un corps qu'on pourrait dire qui est modélé, un corps qui est redéfini, qui est inventé par les couturiers, bien sûr. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il raconte l'histoire, il fait passer une idée, il fait passer une information à travers son corps. Maintenant, essayons de comprendre la question de l'identité collective. Donc, on dit que l'identité collective, elle est définie par l'appartenance d'un individu à un groupe social où elle serait liée à l'évolution sociale remettant en cause les supports traditionnels. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre dans cette phrase, c'est-à-dire l'identité collective, elle ne prend pas simplement les substrats traditionnels, genre ça a été comme ça, donc ça reste comme ça, donc ça peut tout remettre en cause. Et de Goldschlag dit que le collectif assigne à l'individu une place dans la structure sociale définie à partir des caractéristiques essentielles à l'établissement de l'ordre social. C'est-à-dire que pour mieux comprendre, pour mieux cerner l'identité collective, il y a déjà il y en a déjà des règles préétablies, je dirais. C'est-à-dire, dans une certaine mesure, en fait, l'identité, en fait, on va assigner une place, on va comprendre le collectif, mais c'est dès lors qu'il y a déjà un ensemble de caractéristiques qui est préétabli. Ça, c'est selon de Goldschlag. Il faut dire que l'identité collective aussi peut être prise comme une sorte de revendication. Cette revendication peut être passée par les groupes sociaux pour se faire reconnaître et s'accepter dans l'espace social. C'est de là qu'on va tenter d'expliquer l'identité du mannequin. Parce que la question de mannequin en Haïti, d'ailleurs, si l'on va comprendre le terme mannequin en Haïti, juridiquement, ça n'existe pas. Légalement, le terme mannequin n'existe pas en Haïti. Parce qu'il n'y a aucun texte légal qui parle de ce qu'on appelle mannequin, qui évoque le terme mannequin. Donc, c'est de là qu'on va comprendre ça. C'est-à-dire, maintenant, comprendre l'identité des mannequins, on va comprendre comment les mannequins eux-mêmes, ils revendiquent pour se faire reconnaître et aussi pour se faire accepter dans l'espace social où ils évoluent. C'est-à-dire, comprendre les mannequins, même si en réalité, le terme mannequin n'existe pas en Haïti, mais le groupe, c'est-à-dire le mannequinat ou le mannequin, ils peuvent genre revendiquer en tant que groupe social pour se faire reconnaître, mais aussi accepter en tant que tel. Donc, c'est de là qu'on va comprendre qu'au fur et à mesure, des entreprises, ils vont commencer à plus ou moins accepter les mannequins, leur donner des contrats, tout et tout. Cette revendication ou cette reconnaissance que les mannequins cherchent, ce n'est pas genre quelque chose qui est déjà fait. C'est un cours, ce que vous voyez. Mais de fait, la revendication, ça continue. D'accord? Donc, pour citer Witowski,
dans cette perspective, il avance que, en fait, Vygotsky avance que la constitution d'une identité collective par un groupe semble répondre d'abord aux besoins de se défendre vis-à-vis des contraintes qui lui sont imposées, mais aussi de revendiquer une définition autonome de son propre projet d'existence et enfin d'être reconnu dans l'espace social. Donc, cette approche de Vygotsky, c'est typique pour comprendre la question des mannequins en Haïti. Parce que moi-même, dans mes travaux de recherche, bah, il faut dire d'abord que pour mener mon travail de recherche en licence, il n'y a pas eu de document ou de texte, de rapport ou aucun livre qui a été fait en Haïti sur le mannequin ou sur la mode. Donc, j'ai dû moi-même, bon, avant ce que j'ai discuté à plusieurs reprises avec le professeur Sandy Larose, parce que c'était le professeur Larose, mon directeur de recherche. Donc, j'ai discuté avec lui à plusieurs reprises pour que j'ai trouvé un moyen de citer mes articles. Parce que avant, j'avais déjà, avant même que j'avais pu publier, avant même de faire mon mémoire, j'avais déjà pu publier des articles sur la mode. Donc, j'ai dû me citer moi-même dans mes travaux de recherche, en fait, dans ce travail, parce qu'il y avait une sorte d'insuffisance de texte sur le mannequin. Mais comme a dit Vygotsky, c'est qu'en fait, pour comprendre l'identité collective, il doit y avoir une sorte de besoin de se défendre. Parce que le mannequin, puisqu'il n'existe pas juridiquement, donc il a besoin de se défendre. Donc il a besoin de revendiquer de son espace social, parce que le mannequin, ça existe. Donc le mannequin, il est là. Mais maintenant, pourquoi légalement il n'est pas là? C'est-à-dire, pourquoi, c'est-à-dire, dans les textes, pourquoi il n'est pas là? Donc, en fait, il ressent le besoin de se défendre. Des contraintes qui sont imposées, ça, on le sait, parce qu'en réalité, on sait déjà comment ça se passe, comment ça marche en Haïti. Donc, il doit être autonome, parce que autonome dans la mesure où le mannequin, il peut dire, ben, moi-même, je suis professionnel de la publicité, c'est moi le professionnel de la publicité et non pas genre les artistes ou des visages inconnus, mais aussi de faire reconnaître son travail. Parce que travailler comme mannequin, on peut dire, je suis mannequin, mais on va dire, mais qu'est-ce que vous faites en tant que mannequin? C'est ça le dilemme. Tout le dilemme, c'est qu'est-ce que vous faites en tant que mannequin? C'est-à-dire, le projet d'existence, le projet existentiel, donc il faut défendre ça. Donc, ça, c'est le point de vue de Vygotsky sur cette affaire d'identité collective. Mais aussi, l'identité collective, ça peut être envoyé à ce qu'on appelle l'altérité. L'altérité citée par Paul Ricoeur, un gros sociologue et philosophe aussi. Donc, l'identité, en fait, l'altérité, à savoir l'opposition du nous et des autres, c'est-à-dire, c'est une forme de glissement de l'individuel au collectif. Bien que pour Vygotsky, on le dit, la quête d'identité collective peut être inscrite vraisemblablement dans un contexte d'individuation, d'individualisation qui est plus forte dans l'activité humaine, mais aussi ça peut être de réponse. Donc, il faut dire que dans ce cas, que l'identité collective connaisse une sorte de déclin, en fait, elle peut être frappée d'une sorte de dissolution, tandis que divers processus de normalisation, en fait, quand je parle de processus de normalisation, donc là, on voit des normes, c'est-à-dire on voit des règles préétablies qui sont fondées comme une sorte de socialité individualisante. Donc, il y a bien sûr l'identité collective, parce que d'abord, il faut que les membres peuvent s'identifier à quelque chose. À
si on est dans la mode, donc on va dire que les mannequins, ils s'identifient parce que la question, c'est quelque chose qu'on peut définir, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui peut être constitué de quelque chose en commun, mais aussi, ça peut avoir une similitude totale, tout comme ça peut avoir aussi une similitude partielle. Il semble qu'on a perdu Francky. À ce qu'on pourrait appeler de reconnaissance ou des objets qui constituent cette même identité. Donc, l'identité collective de mannequin, pour comprendre ça, on va comprendre d'abord comment l'identité collective elle peut être forte et comment elle peut être faible. Comment l'identité collective elle peut être faible et ouverte et comment elle peut être forte et fermée. L'identité faible et ouverte, elle renvoie à une sorte, en fait, à une conscience des membres d'une collective, en fait, d'une collectivité et affirme ouvertement leur appartenance en acceptant la différence qu'il peut y avoir entre les différents membres de faible et ouverte, c'est-à-dire les membres ils sont conscients et affirment leur identité en acceptant toute la différence qu'il y a entre les membres. Et l'identité qui est forte et fermée, elle se rapporte à une sorte, à une idée, à l'identité collective totale répondant à une mission spécifique à accomplir. Donc, comprendre l'identité faible et ouverte dans le mannequinat, c'est-à-dire, on va essayer de comprendre ça de manière. Je viens de dire que l'identité faible est le même groupe. Donc, pour comprendre ça, par exemple, dans le mannequinat, certes, moi-même, je peux être mannequin, mais bien, cet aspect de la nudité qui se développe. J'essaie de comprendre cette question en fait, cette question de nudité qui, euh, qui prend les talons dans la mode. J'essaie de comprendre ça. C'est pourquoi j'ai dit que c'est en fait une sorte de liberté pour les mannequins, mais aussi ça pourrait être une sorte d'absurdité parce que si l'on expose le corps nu, c'est-à-dire le corps du mannequin, on expose ça nu, donc on va dire, certes, le mannequin, il essaie de prendre sa liberté dans la mesure où ce sont les couturiers qui définissent un modèle de corps, mais ça peut être aussi une sorte d'absurdité parce qu'en réalité, le mannequin, il est à la fois l'artiste, mais aussi l'œuvre d'art. C'est-à-dire, son corps, c'est un œuvre d'art. Il expose son corps, mais aussi il est l'artiste de son corps, quoi. C'est pourquoi je dis que ça peut avoir un penchant absurde, l'aspect nudité, mais tout comme ça peut être une sorte d'émergence de liberté et aussi d'indépendance. Donc, le corps, c'est un élément qui est essentiel dans la construction d'une identité particulière, c'est-à-dire d'une identité collective. Et d'ailleurs, la subjectivité du corps, ça c'est l'anguilleux, la subjectivité du corps affirme depuis quelques décennies le surinvestissement narcissique du corps sur le plan social. C'est-à-dire que depuis des décennies, des gens ils essaient d'exposer leur corps comme quoi c'est quelque chose qu'on pourrait... C'est-à-dire, on peut voir l'autre à travers son corps. C'est comme quoi on va dire, ben voilà, oui. Donc, c'est comme quoi on va dire que donc mon corps, c'est une façon de me montrer. Mon corps, c'est une façon de dire que ben, je suis épanoui et tout et tout. Donc, il y a une sorte de surinvestissement narcissique du corps. Mais pour le breton,
Il dit que le corps, c'est ce vecteur sémantique. C'est une sorte d'intermédiaire à travers lequel se construit l'évidence de notre relation au monde. C'est-à-dire, c'est un vecteur à travers lequel passent nos activités perceptives, mais aussi l'expression des sentiments, des étiquettes de rites d'interaction, des gestuels, des mimiques, mais aussi ça peut être des mises en scène d'une sorte d'appartenance. Et on va comprendre ça à travers des tatouages, des mutilations et tout et tout. Et le breton aussi, il a cité ce qu'on appelle des techniques du corps, des entretiens physiques. Techniques du corps, c'est Marcel Mauss, pour mieux comprendre les aspects du corps. Donc, le breton, il poursuit à dire que, toujours dans la question de modernité, mais aussi dans la postmodernité, que le corps est devenu une matière première dans la fabrique du soi. C'est-à-dire, si l'on veut construire, si l'on veut fabriquer le soi, le corps, c'est une des matières premières. Et cette matière première, elle est au service de l'identité, non plus genre un corps qui détermine l'identité, mais c'est un corps qui est construit, c'est un corps qui est fabriqué. Donc, en ce sens, le breton demande, demande en fait l'importance du corps dans cette affaire de l'identité de l'individu. Comprendre le corps aussi, pour Métropolo, puisque nous sommes dans l'identité, dans la mode, il faut comprendre le corps, mais pas le corps biologique, le corps anatomique, en fait, l'interface anatomique. Nous sommes dans le corps social, dans le corps culturel. Métropolo, il dit que le corps, c'est ce qui est nécessaire. Il dit que le corps, c'est ce qui est nécessaire aux vêtements pour que celles-ci existent. C'est comme quoi le vêtement, d'ailleurs, on le sait, parce qu'on pourrait même se poser la question pourquoi des gens ils payent genre, beaucoup d'euros et des dollars, pour que les gens ils payent des dollars, des euros pour aller regarder un simple défilé. Alors qu'en réalité, on fait des expositions dans les boutiques, il y a les mannequins en plastique, il y a les mannequins en plastique avec les vêtements. Donc, on pourrait se demander mais pourquoi les gens y payent. Par exemple, en Haïti, ils payent 50 dollars, ils payent 20 dollars pour aller regarder un défilé, alors qu'ils pourraient genre, passer devant une boutique et regarder l'exposition. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'en réalité, l'armature, ce qu'on appelle les mannequins en plastique, c'est-à-dire la cadence du corps humain n'est pas l'élégance ou la cadence du corps humain n'est pas l'élégance de l'armature, n'est pas l'élégance de mannequin en plastique, quoi. Parce que si c'était la même chose, on pourrait voir tous les jours gens, des gens devant des boutiques en train de regarder des mannequins en plastique. Ben, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais moi, je vois jamais personne, genre, devant une boutique pendant 30 minutes ou pendant 1 heure en train de regarder un mannequin en plastique. Et pourtant, on paye 50 dollars pour aller s'asseoir dans une salle, simplement pour regarder quelqu'un défiler avec un vêtement. Donc, c'est ce qu'a dit Métropole. Il dit que le corps, c'est ce qui est nécessaire au vêtement. C'est-à-dire, pour que le vêtement existe vraiment, en fait, en termes pratiques, donc il faut qu'il y ait le corps. C'est-à-dire, il manquait le corps. D'ailleurs, c'est pourquoi avant les années 80, bah, bien sûr, et puis le défilé a commencé à partir de 1870 en France avec Charles-Frédéric Watt. Mais au fur et à mesure, il y a des arrangements, des ajustements dans les défilés pour que ça soit plus artistique, pour que ça soit plus attirant. Donc, le point de vue de Métropolo, il est centré principalement sur le corps du mannequin. Parce que le corps du mannequin, il est essentiel. Il est essentiel même pour ce qu'on appelle l'existence du vêtement. Donc, pour poursuivre, on va dire que le corps, en fait, il faut dire aussi que si vous avez des questions, vous pouvez en attendant poster ça sur le chat.
C'est parce que nous sommes ouverts aussi aux questions. Donc, vous pouvez, en attendant, poster vos questions sur le chat, bien qu'il va y avoir une discussion après la présentation, mais vous pouvez déjà commencer à poster vos questions sur le chat. D'accord? Donc, on va poursuivre à dire que le corps, comme je l'ai dit tantôt, qui est un médiateur, c'est un construit social. Mais nous sommes, en fait, avec ce corps, nous sommes en contact constant avec le monde extérieur. Donc, André dit que la connaissance du corps ne peut être écartée d'une pratique sociale, de la pratique de justification et de reformulation de nos affirmations. Donc, on essaie de construire un discours sur le corps qui font désormais partie des récits médiatiques, en fait. Parce que, bien sûr, on va comprendre que nos affirmations, les affirmations qui se passent à travers le corps, c'est, comme a dit Guillaume, c'est dans ce qu'on pourrait appeler le surinvestissement du corps. C'est-à-dire, l'on peut affirmer soi-même. En fait, on peut mettre en avant le soi à travers le corps. Et on va comprendre, par exemple, les athlètes de fitness, comment tous les jours ils exposent leur corps. L'on pourrait même comprendre, par exemple, les comparaisons entre Cristiano Ronaldo et Messi avec le corps. Parce que quand on voit Cristiano, ben, les femmes, généralement, ils préfèrent Cristiano parce que Cristiano, il a un corps genre, super beau, super joli, qui est différent de Messi, genre encore flegmatique, quoi. Donc, c'est dans ce cas qu'on parle de ces discours médiatiques, c'est-à-dire le corps, c'est une sorte de langage. C'est-à-dire, l'on peut simplement exposer le corps sans rien dire. Et le corps, lui, il dit tout. Dans ce discours, affirme, bon, le Breton, il a dit que le corps est exposé non pas comme indiscernable de l'homme, mais comme une... C'est-à-dire, on prend soin de l'autre. On prend soin de notre corps tous les jours. C'est un bébé, c'est notre enfant, il faut en prendre soin. Et c'est pareil pour les mannequins. Donc, les mannequins, ils prennent toujours soin de leur corps tous les jours. En fait, il faut suivre un régime. Et d'ailleurs, entre 99 et 2000, il y a un magazine qui a présenté un rapport aux États-Unis qui a montré qu'entre les jeunes entre 17 à 24 ans, il y a une hausse de 24% des jeunes qui ont eu recours à ce qu'on appelle la chirurgie esthétique entre 1999 et 2000. Maintenant, pourquoi avoir recours à la chirurgie esthétique? C'est parce qu'en réalité, il y a un modèle de corps qui est vendu, il y a un modèle de corps qui est exposé, il y a un modèle de corps qui est prédéfini. Et ce modèle de corps, si vous n'êtes pas dans ce cadre, si vous n'êtes pas dans cette fourchette, c'est comme si vous n'avez pas un beau corps, vous n'avez pas un corps, je ne sais pas, genre un corps médiatique, quoi. Donc, c'est-à-dire, c'est pourquoi on dit que ça peut être un attribut, un autre ou un alter ego. C'est dans ce sens aussi qu'on accorde une grande importance à l'imaginaire du corps. En fait, un corps qui nous paraît être parfait. Parce que très souvent, on regarde à la télé, on voit soit une actrice ou un acteur, on voit quelqu'un, on dit, mais waouh, il a un corps. Donc, ce corps-là, ça nous paraît parfait. C'est-à-dire, c'est notre perception du corps. Et cette perception-là, c'est quelque chose qui est construit. Donc, on essaie de construire un corps, de nous vendre un corps, de nous imposer un corps. Et Vaillant, lui, dit que si l'influence sociale détermine certains comportements vis-à-vis du corps, la place de l'imaginaire dans l'inconscient individuel motive certaines attitudes, parfois même qui sont contradictoires. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, le corps qu'on voit à la télé, le corps qu'on voit dans les magazines de mode, le corps qu'on voit tous les jours, même de manière inconsciente, ça peut avoir une sorte d'influence sur nous-mêmes, sur notre imaginaire.
Et comprendre le corps, toujours, soit dans la postmodernité ou de ce qu'on appelle, en fait, dans ce que Pinochet, lui, il appelle l'hypermodernité, il y a une sorte de réification qui se passe. C'est-à-dire un corps qu'on essaie de chosifier, un corps à travers lequel il y a beaucoup trop de manifestations culturelles qui sont imposées. Ben, imposées, bien sûr, par le capitalisme. Et Pinochet, lui, il a dit qu'un corps qui est réifié, c'est-à-dire un corps qui est chosifié, un corps qui est modélable à loisir, un corps qui peut être en lieu d'investissement, déplacement ou de négociation de savoir-faire. Et ça peut être aussi un corps comme une sorte de production artistique. Production artistique, vous allez comprendre ça dans la mode, c'est-à-dire, on va dire, voilà tel corps qu'il faut avoir pour avoir telle robe de soirée. C'est-à-dire, on nous impose un modèle de corps. On essaie de modéliser notre corps, de chosifier notre corps, ou même de refaire notre corps. C'est pourquoi, par exemple, dans mon livre avec Monsieur Sandy, on parle de corps réinventé. C'est-à-dire, quelquefois, on invente le corps, mais on réinvente le corps. Pourquoi on a dit réinventer? C'est parce qu'en réalité, les critères qu'on impose, en fait, les critères qui sont imposés ne sont pas statiques. En fait, pour telle tendance, on peut imposer tel modèle de corps et à telle autre période, on impose un autre modèle de corps. C'est-à-dire, c'est un corps qui est inventé, mais aussi qui est réinventé. C'est un corps, comme a dit euh, 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 Pinochet, c'est un corps qui est modélable. C'est-à-dire, c'est un corps qu'on va modeler. C'est un corps qui est en travail. Ce n'est pas un travail fini. C'est un travail qui est continu. D'accord. Et comme je l'ai dit dans cette présentation, ce travail de production artistique, ce travail peut répondre, bien sûr, à la montée de la vague de nudité, une nudité dans la pratique de mode. Et je l'ai dit, la nudité, elle peut être vue comme une sorte de revendication, elle peut être vue comme une sorte de liberté que les mannequins ils veulent prendre par rapport à l'imposition du modèle de corps. Parce qu'une fois que vous-même, vous dites mannequin, vous dites en fait que vous essayez de prendre le dessus sur votre corps pour dire, ben voilà, je n'ai pas besoin d'avoir tel modèle de corps pour pouvoir être mannequin. Donc, on va comprendre, bien sûr, euh, à ce niveau, comment en fait, la vague de nudité, comment les mannequins ils essaient de prendre un peu de recul au modèle de corps exposé. Le corps, les attitudes et la représentation sont dotés de signification et insérées dans les codes. Code, on va parler aussi de conditions économiques, de conditions sociales, mais aussi culturelles qui s'inscrivent dans une sorte de l'apparence corporelle. Parce que l'apparence, c'est la première chose, soit de manière directe, soit de manière indirecte. Ça peut être par des contraintes, ça peut être aussi par des comportements que cela suscite, bien sûr. Et comprendre cela, pour mieux comprendre cela, je l'ai dit tantôt, que le maintien, ce n'est pas, en fait, quand on parle du corps de maintien, on ne parle pas de la simple interface anatomique de l'être humain. C'est-à-dire, on parle plutôt d'un corps qui est construit, un corps qui est façonné. Et ce corps, il est façonné, bien sûr, par les spécialistes de la mode. En fait, on les appelle aussi les terreloqueurs, d'accord? Et c'est dans cette même perspective que Meidani, lui, il a parlé de reconquête de soi. C'est-à-dire, le corps, il est devenu une entité symbolique, une entité modulable et comme une sorte de reconquête de soi. Et il y a Solomon qui a présenté un rapport pour mieux comprendre la question de l'identité de mannequin, c'est-à-dire les différents corps ou les différents modèles de corps qui sont valorisés par différentes sociétés, parce que, comme je l'ai dit, il faut comprendre l'identité du mannequin en Haïti. Donc,
pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre comment les autres ils construisent. C'est-à-dire, par exemple, en France, le modèle de corps qui est valorisé, c'est un modèle de corps de silhouette, c'est-à-dire l'extrême minceur. D'ailleurs, en France, on les appelle mannequins minces. En fait, on pourrait dire mannequin français. Si vous dites, par exemple, mannequin français, les, 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 les gens qui connaissent un peu la mode, ils vont savoir directement que vous êtes vraiment mince. C'est-à-dire que vous avez une taille 34, que vous répondez strictement aux conditions de la mode. C'est-à-dire, parler de l'identité de mannequin en France, c'est-à-dire, on verra que c'est quelqu'un qui est genre flegmatique, c'est quelqu'un qui est super mince. Alors qu'en réalité, le modèle qui est valorisé en Italie, ce n'est pas le même modèle qu'en France. Et ça va être aussi un peu différent aux États-Unis. Et c'est la même chose aussi en Haïti. En fait, dans le travail que j'ai réalisé en 2021, sous la direction du professeur Sandy Larose, il y a certains participants qui affirment, qui disent qu'un mannequin, c'est d'abord un modèle, mais aussi un influenceur. C'est quelqu'un qui doit pouvoir mener des gens dans son monde et ça doit, en fait, celui-là, il doit être admiré par le grand public. C'est-à-dire, pour être mannequin, il faut être admiré, il faut être aimé. Et pour identifier les modèles de mannequins en Haïti, dans mon travail, j'ai catégorisé ça en deux groupes. Il y a un premier groupe qui dit que ça passe par l'élégance, mais aussi par le charisme. Par exemple, il y a un mannequin qui affirme avoir dit il a dit que le plus souvent, pour identifier un mannequin, c'est d'abord par sa taille, ensuite sa minceur, sa démarche, son charisme et ensuite son regard. Quand je parle de regard, on parle davantage d'expression, mais aussi par sa façon de parler. Donc ça, c'est le modèle des mannequins en Haïti, en fait. Ça c'est comment les gens y voient, comment les gens ils peuvent identifier un mannequin. On identifie un mannequin en Haïti par sa taille, sa minceur, en fait, par sa démarche, par son charisme, mais aussi par son regard. Il y a quelqu'un, en fait, il y a un autre mannequin qui essaie de corroborer ce même discours qui dit que dans mes parcours quotidiens, des gens que je côtoie me posent toujours cette question. Vous êtes mannequin? Et cette question, elle vient pourquoi? Pourquoi cette question? Cette question répond à tout un ensemble. En fait, à tout un ensemble. L'ensemble, c'est la taille. Une taille fine, une très bonne démarche, mais une démarche de mannequin international. Donc ça, c'est pour le premier groupe. C'est-à-dire, il y a un groupe qui dit qu'il faut être mince, qu'il faut avoir genre, une très bonne démarche, mais aussi qu'il faut avoir beaucoup de charisme. Et il y a un deuxième groupe qui conteste un peu l'idée. Quand je parle du deuxième groupe, ce n'est pas un deuxième groupe de mannequins, c'est ça, je parle des gens qui perçoivent les mannequins, comment les gens ils voient les mannequins. Il y a un deuxième groupe de gens qui voient des mannequins qui disent, ben voilà, maintenant, la beauté haïtienne, ce n'est pas la minceur qui fait la beauté haïtienne, mais c'est plutôt la rondeur, ce qu'on appelle marabout créole. Donc, le canon de la beauté ne se résume pas seulement au corps, mais aussi c'est un package. Il faut comprendre, en fait, il faut prendre en compte l'attitude, ça c'est le discours des mannequins. C'est-à-dire, pour prendre en compte le mannequin, il faut prendre aussi l'attitude de la personne, son élégance et son carrure. Et ce qu'on appelle carrure, là, c'est un peu ce qu'on appelle le mélange de l'élégance, mais aussi du charisme. C'est-à-dire, on voit quelqu'un, même si la personne elle ne se déplace pas, en fait, même si la personne ne se déplace pas, la façon de se tenir simplement justifie son carrure. Donc, en fait, un mannequin dit que malgré ma minceur, je ne décrivais pas le modèle de beauté haïtienne comme une femme mince. Même dans certaines vidéos de musique, on met davantage les femmes avec des rondeurs en avance. Il faut aussi ajouter dans la beauté haïtienne les lèvres pulpeuses, les cheveux crépus
En fait, il faut ajouter les lèvres pulpeuses, mais aussi les cheveux crépus. Et cette catégorie de beauté en Haïti, ça va à l'encontre de la beauté occidentale, c'est-à-dire la beauté à la française, ou, ou la beauté, genre le modèle mince, extrême minceur, avec poitrine 90, taille 60 et hanche 90. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, comprendre l'identité des mannequins en Haïti, ça passe par deux groupes. Il y a un premier groupe qui essaie de construire l'identité des mannequins par la minceur, par l'élégance, mais aussi par le charisme. Il y a un deuxième groupe qui essaie de construire l'identité de mannequin, c'est-à-dire l'identité c'est-à-dire la beauté haïtienne par la rondeur, mais aussi par la carrure. Il faut aussi prendre en compte l'attitude. Et si vous voulez mieux comprendre ce qu'on appelle l'attitude, je ne sais pas si, bon, bien sûr, il y a une artiste, il y a une artiste haïtienne qui est en fait, dans cette affaire d'attitude-là, qui a une très, très, très bonne attitude. Bon, je l'ai déjà dit dans une émission, c'est Fatima. Par exemple, Fatima, elle peut simplement poser. Elle n'a pas besoin de dire grand-chose pour voir qu'elle est, en fait, pour voir la finesse dans son corps, pour voir l'élégance, pour voir aussi son charme. Elle n'a pas besoin genre de marcher pour voir comment elle est élégante. Même dans une simple photo, ça peut être dans un selfie, on voit aussi son carrure, son charme, l'élégance, si vous voyez. Donc, c'est en fait les deux modèles de beauté qu'on essaie de construire en Haïti. Ben voilà, c'est le terme de... Donc, je mets un terme à la présentation ici et maintenant. Donc, je passe la parole à professeur Larose, mais aussi à vous pour les questions. Paris. Je te félicite encore une fois et aussi merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, il faut aussi rappeler que Frankie, je crois que Frankie a eu la mention d'excellence pour son travail de recherche. Donc, c'est un chercheur très intéressant. On a travaillé sur d'autres projets de recherche après son travail de mémoire. Donc, on a l'habitude de travailler ensemble et c'est un très bon chercheur. Donc, je suis content aujourd'hui qu'il est parmi nous pour discuter avec nous. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions. Et il y a déjà une question dans le chat, mais moi, je commencerai par une question, Frankie, pour toi. C'est je commencerai par une question simple. C'est est-ce que tu pourrais nous dire la différence qu'il y a entre la haute couture et la mode, par exemple? C'est quoi? Est-ce qu'il y a une différence? Et s'il y a une différence, c'est quoi la différence? D'accord, merci, merci pour ça. OK. En fait, la mode, euh, c'est un thème plutôt générique. La mode est constituée de, en fait, elle est constituée de trois entités. Dans la mode, il y a la haute couture, il y a le mannequinat et puis il y a la photographie de mode. Ça, ce sont les trois catégories dans la mode. C'est-à-dire, si l'on parle de la mode de manière générale, on verra la haute couture, on verra aussi le mannequinat ou le mannequin, parce qu'on peut dire à la fois mannequinat et mannequin, c'est-à-dire mannequin peut être le nom et aussi l'adjectif. Et il y a la photographie de mode. Maintenant, la haute couture, fait, il y a haute couture en termes génériques aussi, il y a haute couture en termes spécifiques. Il y a la haute couture, c'est la fabrication des pièces, c'est-à-dire ce que les gens ils apprennent à l'école professionnelle, apprendre à coudre, ça c'est la haute couture. Ça c'est le thème générique. Il y a aussi haute couture en termes spécifiques, c'est une fabrication exclusive. Par exemple, quand on parle des pièces de haute couture, c'est une pièce qui est unique. C'est comme quoi on fait une robe, mais cette robe-là, il n'y a que cette robe, il n'y a pas deux modèles.
Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, dans la haute couture, ça peut être de manière générique, c'est la profession, d'accord? Et il y a pour l'aspect spécifique dans la haute couture, qui est une sorte de fabrication de pièces uniques. Et ces pièces-là, elles sont généralement exposées soit dans les musées, mais aussi dans dans ce qu'on voit généralement, qu'on appelle les tapis rouges. Ce ne sont pas des pièces qu'on porte à l'ordinaire, ce sont des pièces qu'on porte pour des événements bien spécifiques. Et ces pièces sont extrêmement chères. Par exemple, une pièce de haute couture chez Hermès peut vendre jusqu'à 50 000 euros. Une pièce de haute couture chez Dior, ça peut vendre jusqu'à 40 à 50 000 euros aussi. Parce que si vous avez cette robe ou ce costume, donc vous pouvez mettre ça partout dans le monde, il n'y a que vous qui possédez cette robe. Donc, il n'y a pas deux modèles. Vous voyez. Donc, ça, c'est la différence d'abord entre la mode, mais aussi et la haute couture. Beaucoup, Frankie, merci beaucoup pour la réponse. Donc, j'aimerais aussi te demander, en fait, c'est une question qu'on pose souvent, où moi, j'ai eu à travailler, c'est toi qui m'as introduit dans le monde de la mode, donc, mais je connais la réponse, mais je te pose quand même la question. euh, on pense souvent que ce soit les hommes ou les femmes qui sont dans la mode, ont tendance en fait, on pense qu'ils sont soit homosexuels ou ils sont bisexuels. Et, en fait, selon les recherches que tu as menées en Haïti, en fait, c'est quoi la tendance? Quelle était la tendance? Et est-ce que ce qu'on pense, c'est vraiment ça, ce que tu as trouvé dans tes recherches? En fait, il y a ce qu'on a. Il y a les oui-dire et il y a les statistiques. En fait, selon les oui-dire, on pourrait dire que tous les mannequins sont gays, c'est-à-dire genre homosexuels et bisexuels, selon les oui-dire. Alors que, en fait, les résultats de la recherche que j'ai menée, on a vu que 76% des mannequins se déclarent être hétérosexuels. Et quand je dis 76%, il y a eu plus d'une centaine de mannequins qui ont participé dans le travail de recherche. Il y a 76% qui se déclarent être hétérosexuels et il y a eu plus de 10% qui, qui, qui ne déclarent pas leur sexualité. C'est-à-dire, l'on pourrait le mettre dans la catégorie de non-binaires. C'est-à-dire, ce ne sont pas des mannequins qui se définissent ni en tant qu'homme, ni en tant que femme. Mais ils sont pas homosexuels ni bisexuels, en fait. C'est-à-dire, ils ne se voient pas comme, en fait, comme homosexuels ni comme hétérosexuels. D'accord? Donc, il n'y a eu que 9% de mannequins, il n'y a eu que 9% de mannequins selon les résultats de la recherche qui sont, qui sont homosexuels, en fait. Si l'on comprend bien, c'est-à-dire, les oui-dire, les gens, ils pensent que les mannequins sont homosexuels, ils sont bisexuels, tout et tout. Alors que les résultats disent le contraire, quoi. C'est-à-dire, les résultats contestent l'idée, il affirme, en fait, les résultats infirment l'idée à laquelle que les mannequins sont homosexuels, d'accord? Donc, voilà. Oui, il y a Kals aussi. Oui, Charles, oui, il y a Charles qui a une question. Bonsoir à vous, monsieur Professeur Sandy Larose et monsieur Francky Saint-Fleur, à tous les camarades aussi. Je ne sais pas si vous me captez très bien ou bien, je ne sais pas. Je te reçois pas bien, Jefferson. Je te reçois pas bien. Désolé. Jusqu'à présent, alors, Jefferson, Carl, tu es là? Carl, oui, Quelqu'un a entendu? ça passe bien, Carl. Est-ce que tu pourrais parler plus fort, et, si c'est possible? Je suis là, oui. Vous ne m'entendez pas?
Vous ne m'entendez pas? Allô? Allô? Je t'entends très bien, Carl. Tu peux pas poser ta question. Oui, c'est concernant l'approche en fait, la question que notre professeur et Sandy Larose posait à M. Francky Saint-Fleur concernant cette question de euh, les gens qui sont dans la mode vraiment, surtout en Haïti. Donc, la recherche dont vous parliez, c'était bien en Haïti. Et vous parliez de statistiques qui révélaient environ 76% de gens qui se déclarent hétérosexuels. Oui, continuez. On a perdu Carl. OK. Je sais pas s'il est... Oui, 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 oui. Continue, continue. et si je pourrais dire, cette marginalisation qu'il y a dans la société haïtienne, est-ce que moun qui nan mode en Haïti, façon pour répondre sur orientation sexuelle, yo, sous tap men en recherche dans le pays côté, ça qui a ouais ensemble avec liberté mon nan gen pour dire c'est hétéro, c'est bi, c'est gay ou bien lesbienne, c'est même feedback ça moun en Haïti. Parce que nous connaissons très clair que cette question de LGBT en Haïti, c'est pour bagaille que moun est prêt pour parler de lui ou afficher tête les mêmes gens ensemble avec un pays comme les États-Unis, Canada et l'autre pays ça yo. Donc est-ce que nous pas qu'à faire considération pour nous dire que à partir de gens société à ouais d'ailleurs et moun ça qui au niveau de la mode même si tu bisexuel et lesbienne ou bien gay, il n'y a pas assez de courage pour ta déclarer ça vraiment. Non, je te parler de 16% de statistique là. Oui, OK. on a quitté Franck qui commence à répondre avant et puis sinon, après, on va essayer de porter deux, trois éléments de réponse. Sinon, parce que Francky, quand même, c'est le boss. Donc là, je te laisse, Francky. D'accord. D'accord, professeur. OK. Jefferson, en fait, il y en a pas qui gagnent. D'ailleurs, pertinence, en fait, je pense que quelques questions dans le livre vraiment pertinent parce que nous devons comprendre euh, euh, peur ou bien comme si difficulté mon yo ka gagner pour que yo affirmer ouvertement que ben OK, je suis gay, je suis genre homo ou bisexuel. En fait, nous devons déjà comprendre ça depuis avant même que nous ayons lancé travail là. Une chose que nous c'est que nous avons lancé nous avons fait un recensement en ligne qui permet à ce que mon dès le départ nous pas demander ni nom ni prénom. En fait, gon ensemble détails nous pas demander mon nom directement parce que en fait, il fallait bien que mon nom il connaît que l'identité le protégé, etc. S'il dit que par exemple les homo comme s'il connaît que ben voilà, il pas privé identifier qui est-ce qui remplit qui dit ben voilà moi homo ou bien moi pas homo. Donc ça c'est un élément qui était vraiment important que nous euh, que nous-mêmes nous pris en compte. Deuxième bagage que moi-même pris en compte, c'est sous expérience personnelle. Parce que je suis mannequin, bah, j'ai fait mes travaux sur la mode, mais entre autres, je suis mannequin. Je travaille en tant que mannequin depuis 2011. Donc, je donnais aussi des consultations dans des agences, j'ai donné des consultations dans des ateliers de Et haute couture, c'est-à-dire, tu as aussi c'est une un domaine agence que de je mannequinat. connais. Tu as aussi une agence Oui, de oui. mannequinat. Bah, Et et entre autres, j'ai Carré aussi Modèle. une agence de mannequinat. Ouais. C'est un domaine que je connais. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que je ne voulais pas, j'en prendre mes prérequis comme élément central pour le travail de recherche. Donc, comme ça, j'ai fait un travail de recherche en dehors de mes expériences personnelles. Mais j'ai aussi croisé les résultats par rapport à mes expériences professionnelles avec les mannequins. Donc, pour mieux comprendre ça, parce que moi-même, euh, d'ailleurs, on m'a déjà posé la question personnellement. On m'a déjà posé la question, est-ce que je suis gay du fait seul que je suis mannequin? C'est-à-dire,
le discours aussi d'homosexualité sur les mannequins, j'ai aussi subi ça en tant que mannequin. C'est-à-dire, c'est quelque chose que je connais pratiquement, mais la recherche aussi, on a essayé de garder l'identité des participants de manière anonyme pour éviter à ce que les mannequins, enfin, pour éviter tout jugement, d'accord? Donc, c'est ça. Oui, professeur, vous voulez ajouter? En fait, je suis d'accord avec ta réponse. Donc, on a fait en sorte d'anonymiser le plus que possible les données. Donc, ça pourrait aider, mais je comprends aussi la préoccupation de Carl, parce que en même temps, on a l'impression qu'il y a tellement de contraintes dans la société haïtienne. On dirait, par exemple, si cette même recherche a été organisée, par exemple, euh, la même population, par exemple, dans un autre territoire, par exemple, même si c'est en ligne, mais en fait, on pourrait possiblement avoir un autre résultat et ça, on est d'accord avec. Donc, c'est ça la recherche d'ailleurs. Donc, on a expliqué notre contexte, le contexte à travers lequel la recherche a été menée, d'accord? Donc, il y a des biais, c'est correct, on accepte les biais. D'ailleurs, les biais, ça n'enlève rien dans la recherche. Au contraire, ça, en fait, on confirme ces biais. Donc, et par exemple, les biais que Carl a soulevés là, écoute, c'est des biais qu'on prend, on prend ça très au sérieux et c'est des biais avec lesquels il faut combiner. Donc, il faut avancer avec ça. Donc, on essaie de les diminuer le plus que possible, mais c'est des biais. Donc, mais en même temps, en fait, il y a un avantage que Frankie, lui, soit mannequin. Et puis, il dirige aussi, en fait, comment je peux dire ça, une compagnie. Donc, c'est Carrie Model. J'espère que j'ai bien dit, c'est pas Carrie Mode, c'est Carrie Model, je pense, oui. Donc, écoute, tout ça a des avantages, mais en même temps aussi, donc c'était difficile aussi parce que Frankie, il est tellement dans l'ambiance. Écoute, moi, quand j'ai rencontré Frankie, je sais pas, en 2016, 2017, 18, je pense en tout cas, en fait, comme étudiant, donc, en fait, juge, en fait, il avait cette Oui, passion. c'était en 2016. C'est ça, ouais, c'est ça. Et puis, il y avait cette passion-là que il veut faire sa recherche et il voudrait, par exemple, que ce soit moi, son directeur. Écoute, moi, c'était pas des trucs qui m'intéressaient trop, vu la situation politique en Haïti, la situation politique de l'université. Donc, et puis, je me suis dit, écoute, je vais donner la chance à Francky. Et puis, Francky a eu à faire une recherche de très, très bonne qualité. C'est ça. Et maintenant, la recherche, il y a une dimension qualitative, il y a une dimension quantitative. Moi, je voudrais poser une question à Francky sur la dimension surtout qualitative, ce qui m'intéresse encore plus. C'est-à-dire, si je te pose cette question, Francky, pour que tu puisses me répondre avec peu de mots, plus rapide que possible, c'est-à-dire, c'est comme si je connaissais rien dans l'identité. En fait, si je te disais comment les mannequins se construisent-ils et elles, d'accord, les mannequins filles et femmes et hommes, comment ils se construisent dans une société comme Haïti? C'est le premier volet de la question. Et penses-tu que, par exemple, les mannequins, même si tu n'as pas encore mené des recherches, étrangers, étant donné que toi, tu côtoies quand même des mannequins étrangers, mais tu n'as pas mené de recherches en ce sens, penses-tu que les mannequins étrangers en fait, se construisent de différentes manières. Et sinon, si tu le penses, c'est quoi qui serait cette différence entre les mannequins? D'abord, comment les mannequins haïtiens se construisent? Et penses-tu que les mannequins haïtiens se construisent de la même manière, par exemple, qu'un mannequin français, par exemple, ou qu'une mannequin française? Et penses-tu que, par exemple, qu'est-ce que tu penses de ces éléments de différence? D'accord, d'accord. En fait, en très peu de mots, comment les mannequins ils se construisent? Ils se construisent d'abord par les pratiques, c'est-à-dire ils essaient de répondre d'abord aux normes de standard, c'est-à-dire pour être mannequin, d'abord il y a 8 standards de mannequin qu'il faut rentrer là-dedans parce on ne peut pas se dire être mannequin en dehors de la standard, en fait, en dehors du standard. Donc, ils essaient de se construire à travers la pratique, mais une pratique qui est standard.
ils essaient aussi de construire en faisant la différence. Parce que pour être mannequin, il faut d'abord sortir du cadre de l'ordinaire. Parce que pour pouvoir vous identifier en tant que mannequin, il faut sortir du cadre. Il faut sortir de l'ordinaire, il faut sortir des filles, des femmes ou des hommes qu'on voit tous les jours. Parce qu'on ne va pas vous poser la question, est-ce que vous êtes mannequin si vous êtes ordinaire, quoi, si vous marchez genre comme tout le monde. Il faut qu'il y ait quelque chose de différent. Donc, c'est par cette différence-là que se construit cette l'identité. C'est-à-dire les, ce que ce que je disais tout à l'heure, la démarche, l'expression, la carrure, mais aussi la posture, quoi. Donc, c'est par ces éléments-là que les mannequins ils construisent, les mannequins haïtiens, ils construisent leur identité. Maintenant, est-ce que les mannequins haïtiens, ils construisent leur identité de la même manière qu'un mannequin étranger? Non. Non. Pourquoi? Parce que euh, dans l'identité collective, je le disais, en fait, les groupes, ils peuvent en fait, ils trouvent, en fait, ils se défendent d'abord pour qu'il y ait une sorte de reconnaissance. Et si l'on va parler de la reconnaissance en Haïti, de la reconnaissance du métier de mannequin en Haïti, ben, déjà, de manière légale, il y a pas de reconnaissance, c'est-à-dire c'est un travail, c'est une lutte. Et les mannequins haïtiens, ils sont obligés de faire deux fois plus le travail pour qu'ils puissent paraître, alors qu'en France ou aux États-Unis, c'est différent, quoi. Et d'autre part, il y a aussi les entreprises ou les institutions qui sont responsables des mannequins, les agences de mannequins. Il y a aussi la part de travail des agences de mannequins. Il y a une procédure, il y a des procédures à suivre par les agences pour que ça puisse, genre, mettre à vue les mannequins. Les travaux sont différents, mais aussi la compréhension, c'est-à-dire la société. Les sociétés sont différentes aussi. En Haïti, c'est plus difficile d'avoir un contact qu'en France. Il faut aussi prendre ça d'un point de vue économique aussi, c'est-à-dire euh, l'aspect économique, c'est-à-dire un mannequin pour que vous existiez en tant que mannequin en Haïti, il faut que vous fassiez quelque chose d'autre pour manger, quoi. C'est-à-dire en Haïti, vous ne pouvez pas. En fait, jusque-là, on ne peut pas se dire que je peux vivre du mannequinat, quoi, parce que bah, disons que moi-même, je suis mannequin depuis 2011, mais jusque-là, bah, c'est vrai que maintenant, j'ai ma compagnie de mannequins, donc euh, c'est pas que je vis sur la compagnie, mais là, c'est pas en tant que mannequin que je vis sur la mode. Je vis parce que j'ai une agence, j'ai des contacts, j'ai fait des recherches, j'ai travaillé sur autre chose à part la mode. Donc, c'est ça qui me permet de vivre. Mais en réalité, la réalité sociale, puisque la réalité sociale est différente, maintenant, les exigences aussi sont différentes. Les travaux sont différents. C'est-à-dire, un mannequin haïtien, ils font vraiment plus d'efforts qu'un mannequin étranger vis-à-vis en fait, vis-à-vis de la réalité, vis-à-vis de l'aspect économique, mais aussi de l'aspect culturel. Voilà. Il y avait une question dans le chat, je ne sais pas si tu peux le lire ou du moins si tu voudrais que... est-ce que tu arrives à le voir, Francky, la question qui est dans le chat? Oui, je vois. Est-ce que tu veux le lire ou tu veux que je le lise? Vous pouvez lire, professeur. OK. Je crois que c'est Alcin. Alcin, sa batterie il n'a plus de batterie. OK, il a dit que quand je partage ma compréhension, selon le texte de Mukeli, dans l'identité, je pense que dans l'identité et le paradigme de la complexité, là je lis textuellement, nous dit que l'identité dépend plutôt d'un moment donné, des activités ou des sentiments partagés pour et ou par soi et les autres. Par l'un, parlant de celle-ci, nous trouvons dans l'identité plutôt virtuelle que vraie. Je demanderais on, si on ne peut pas parler là de l'identité professionnelle des individus là. Donc, je pense qu'il voudrait te demander, est-ce que dans le cas des mannequins, en fait, peut-on parler d'une identité professionnelle? J'espère que je n'ai pas trahi la pensée d'Alcin.
Je vois que Hansen, il est juste, en fait, il est toujours là, donc il pourrait, il pourrait rectifier si vous avez, en fait, si vous avez mal lu sa préoccupation, en fait. OK. Bon, en fait, je pense que de là, bon, parler, parler de l'identité, je crois qu'il y a l'ego aussi, qui a parlé de réflexivité. Oui, oui, assez. Allô? On, Oui, on te reçoit. d'accord, d'accord. Bon, bonsoir, bonsoir. Et Gagner du comme si comme tout, là. Bon, je pense que c'est un calvaire pour Alcin. On écoute, on ne t'entend pas avec Alcin. Ok, mais quand même. Allô? Et maintenant, ça passe? Ouais, c'est Alcin, mais on entend tellement de bruit de ton côté. Je ne sais pas si. Ça passe, ça, maintenant? Ouais, ça passe, allez, vas-y. Ok, ok, d'accord. Et oui, le texte de Moussili, en parlant de l'identité et du paradigme de la complexité, et à partir de ce texte, nous avons pu constater qu'il y a différentes identités qu'une personne pourrait avoir. Et, et selon les critères, ok, que le chercheur ou bien que la personne qui cherche et à donner ou à dire l'identité de l'autre, il y a un critère qui est le critère professionnel. Et là, je me demande est-ce qu'on ne parle pas de l'identité professionnelle et du mannequin là, parce que et la différence que je trouvais entre l'identité vraie et la l'identité virtuelle de ce texte, c'est que en fonction du moment, c'est-à-dire si j'aille dans votre centre, ok? Si j'aille dans votre centre et je vous dis, bon, vous m'avez donné quelque chose, un habit à porter, un vêtement à présenter ou bien un produit à vendre. Dans ce moment-là, je suis un mannequin. Dans ce moment-là, je suis un mannequin, je cherche à faire de la promotion pour un produit donné. Mais à un autre moment de ma vie, lorsque je rentre chez moi, par exemple, pour, pour parler avec mon petit-fils ou bien ma petite-fille, pour discuter quelque chose, pour lui donner des principes de vie, à ce moment-là, je vais être un éducateur, un parent, ok, pour la fille. Donc, pour moi, la question c'est que lorsque nous parlons de l'identité mannequin, est-ce que vraiment on parle de son identité réelle et son identité vraie ou une type d'identité virtuelle et dépendamment du moment et donné dépendamment de ses ressentiments, dépendamment de ses activités même et de là en fonction de sa profession, en fonction de son travail. Parce que là, il n'y a pas toute une complexité, il n'y a pas d'autres réflexions que nous pourrons faire, que nous pourrons faire sur cette identité-là. Bon. Je pense que c'est tout. Très bien. Merci, Alcin, merci. En fait, ce qu'il faut comprendre dans cette présentation, c'est qu'en fait, on n'est pas mannequin seulement dans la présentation sur un podium ou pendant qu'on est au studio. On est mannequin à la fois dans le studio, mais aussi on est mannequin lorsqu'on est chez soi. Parce que le mannequin, ce n'est pas simplement la présentation. Le mannequin, c'est un package, comme on dit, un mannequin dans
dans le travail de recherche que j'ai mené. Donc, pour être mannequin, il faut être mannequin quand vous êtes dans le studio, quand vous êtes sur le podium. Il faut aussi être mannequin chez soi parce que il faut suivre le régime alimentaire, il faut suivre le comportement. Alors, il faut adapter le comportement. Il faut adapter le comportement. Quand je parle de comportement, ça peut être le comportement alimentaire, ça peut être les règles à suivre, c'est-à-dire sa façon de se tenir, sa façon de faire la chose, même de manière simple, au quotidien. D'accord? Donc, ça, c'est aussi le travail de mannequin. C'est-à-dire, en vrai, l'identité de mannequin, ça continue. Ce n'est pas simplement quand on est sur le podium. Ça te poursuit jusqu'à, en fait, dans tout ce que vous faites d'ailleurs. Et pour comprendre bien, c'est que quand, en fait, les catégories ou la catégorie qu'on appelle mannequin, c'est l'idéal même ou c'est le modèle même c'est le modèle même de beauté qui est valorisé par chaque société. En Haïti, on n'accorde pas beaucoup d'importance à quelqu'un qui se dit être mannequin. Mais si en France, vous dites mannequin, c'est comme si en termes de beauté, vous êtes en première ligne. Est-ce que vous voyez? C'est comme si vous êtes en première ligne quand vous vous dites être mannequin en France ou même aux États-Unis, quoi. Parce que c'est le mannequin qui définit le ton, c'est le mannequin qui définit le modèle de beauté. Si vous vous dites être mannequin, on va vous prendre comme modèle de beauté pour cette société. Et d'ailleurs, vous allez comprendre, Miss Universe, quand on dit, ben voilà, ça c'est la Miss Universe, c'est-à-dire que c'est la plus belle femme au monde. Ce que vous voyez. C'est-à-dire, dans tous les pays, on dit, ben voilà la plus belle femme au monde. C'est un peu pareil pour la question de mannequin, quoi. C'est-à-dire, quand vous dites être mannequin, vous dites que vous êtes parmi les plus belles femmes de cette société. Et tous les gens, ils vous suivent, quoi. C'est-à-dire, ce n'est pas une simple identité virtuelle pour dire, ben voilà, c'est quand vous êtes au studio ou quand vous êtes sur le podium. C'est une sorte d'identité qui vous suit. C'est comme quoi ça devient votre identité, en fait, votre propre identité personnelle en dehors du métier de mannequin, quoi. C'est votre identité. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Et je vais poursuivre avec la question aussi de Jean-Luc Saint-Pierre qui dit, est-ce qu'une personne androgyne ne pourrait pas développer son aspect identitaire féminin beaucoup plus s'il pratique le mannequinat que son côté garçon? Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le mannequinat, alors, le mannequin a développé, dans la mode, il y a une catégorie qui est très développée, qui est très valorisée, qu'on appelle non-binaire. C'est-à-dire, c'est que vous n'êtes pas forcé de vous identifier en tant que femme ou en tant qu'homme. D'ailleurs, par exemple, pour les 3 dernières années, il y a Dior qui a présenté des pièces qu'on appelle des pièces non-binaires. Les pièces non-binaires, ce sont des pièces que des femmes ils peuvent porter, que des hommes ils peuvent porter. C'est-à-dire, quand vous portez ça, on ne va pas pouvoir vous identifier soit en tant qu'homme, soit soit en tant que femme. Et dire, c'est-à-dire, un garçon, il peut facilement présenter des pièces de femmes dans un défilé, tout comme une femme peut présenter des pièces d'hommes dans un défilé. Donc, le mannequinat ne prend pas en compte la question de fille ou de garçon, la question d'homme ou de femme. Donc, on prend quoi personne. Donc, vous êtes une personne, on vous valorise. On ne prend pas en compte que vous êtes fille ou vous êtes femme ou vous êtes homme, quoi. Est-ce que vous voyez? Et un mannequin, en fait, vous n'avez pas besoin d'être androgyne pour développer un aspect un peu plus que l'autre quand vous êtes dans le mannequinat. Et c'est d'ailleurs l'idée qui, bon, c'est peut-être l'arrière, en fait. La première idée qui font penser les gens à dire que les mannequins, ils sont homosexuels ou bisexuels ou toute autre chose. Est-ce que vous voyez? C'est du fait seul que quand vous êtes dans le mannequinat, vous avez une sorte de liberté avec votre corps, de faire ce que vous voulez, de faire ce que vous avez envie, de présenter des choses qui sont genre très peu ordinaires, ce que vous voyez, des choses qui sont très peu ordinaires, et puis voilà, à partir de là, on met un étiquette, ce que vous voyez. Ben voilà. Francky, je voudrais ajouter quelque chose.
Quand on parle de catégorie non-binaire, aussi, moi, ce qui m'avait surpris, j'ai travaillé en fait dans un espace au Canada, pas maintenant, là, je parle en 2018, je pense, oui, 2018, ouais, 2017 plutôt, 2010, fin 2017, 2018. Et puis, pendant plus de 3 mois, 4 mois, je travaillais avec quelqu'un, je n'ai jamais su son sexe. Donc, écoute, c'est quelque chose qui m'a un peu, je dirais, un peu saccagé. Donc, genre, ça m'a travaillé l'esprit. Genre, écoute, la personne me parle, la personne est tous les jours avec moi, mais je ne peux pas déterminer si c'est un homme, si c'est une femme. Donc, en fait, c'était un ou une asiatique. Donc, je ne sais même pas si c'est une jusqu'à présent. Et d'ailleurs, le nom n'est pas sexuel, le nom n'a pas de sexe, son nom n'est pas très. Genre, on ne peut pas déterminer son sexe à partir de son nom. Donc, donc elle a un nom asiatique en plus. Donc, mais c'est des affaires de plus en plus je dirais, en fait, qu'on trouve, avec lesquelles on doit se composer aujourd'hui dans le monde moderne. Donc, en fait, il y a le vendredi dernier, je suis allé dans un restaurant pour manger une poutine. Mais écoute, la personne qui m'a servi, qui m'a reçu, qui m'a demandé de m'asseoir sur la table, et puis c'est elle qui s'occupe du service, mais je ne pourrais pas jusqu'à présent, écoute, savoir si c'est un homme ni si c'est une femme. Donc, je ne peux pas te le dire et je te jure que je ne peux pas le savoir non plus. Donc, écoute, en fait, c'est un peu compliqué. Quand je dis un peu compliqué, c'est-à-dire pour quelqu'un qui n'est pas habitué à cela, mais de plus en plus, il y a cette catégorie d'individus, d'accord? C'est-à-dire qu'on ne peut pas classer, qui aussi, si vous leur demandez, vous leur donnez un papier à remplir, qui non plus, qui ne se classent pas. C'est-à-dire qu'ils ne se classent pas, qui ne se classent ni comme homme ni comme femme, mais qui ne sont pas forcément homosexuels, lesbiennes ou gays non plus. C'est ça l'affaire. Donc c'est un peu, je ne sais pas si tu peux rebondir si tu veux dessus, mais parce qu'on est quand même dans l'identité. Donc, parce que, au fait, quand on est en présence de quelqu'un, quand on est en contact avec quelqu'un, en fait, la première chose qu'on a envie de savoir, écoute, ça, je pense que c'est un réflexe cognitif dans la mesure que l'être humain, l'individu a envie de savoir, ce sens-là est développé chez nous, ça nous rend, en fait, parce qu'on est des êtres intelligibles, donc on a envie d'avoir accès à l'autre, c'est-à-dire d'abord, tu sais que le professeur, lui, il est de sexe masculin, etc. Donc, c'est-à-dire, c'est des éléments. Écoute, il s'appelle Sandy, OK, donc le nom, ça sonne un peu féminin, mais écoute, je vous garantis, c'est un nom masculin, donc mon nom. Et puis, écoute, c'est ça. Donc, en fait, voilà son parcours universitaire. Donc, en tout cas, mais quand on voit quelqu'un, quand on est en contact avec quelqu'un, on a envie d'avoir une somme de connaissances sur la personne. Voilà, quand on voit quelqu'un, on a envie de savoir, OK, au moins, si c'est un homme, c'est une femme qui me sert au restaurant. OK, si je m'en vais dans un défilé de mode, par exemple, je voudrais savoir si c'est un homme, c'est une femme qui est en train de défiler. Mais de plus en plus, écoute, moi, je pense que là, moi, j'inviterai les étudiants à lire Zygmunt Bauman, d'accord, sur ce qu'on appelle la liquidité. C'est-à-dire, on est dans un monde, le monde moderne, c'est un monde liquide, de plus en plus liquide, c'est-à-dire de plus en plus fluide. Et la fluidité, en fait, sur le plan identitaire, c'est quelque chose intéressant. Donc, je ne vais pas faire tout le semestre sur l'identité. Je vous promets que c'est sûrement l'avant-dernier cours parce qu'on fera un cours sur l'identité collective et puis ça va être notre dernier cours. Après, on passera dans d'autres chapitres importants du cours, la violence, la dynamique de groupe et autres. Mais je voudrais quand même, en fait, m'arrêter un peu sur l'identité parce que c'était important. Et puis, bon, là, je ne sais pas si Francky voudrait rapidement rebondir sur cette affaire de fluidité identitaire, ou du moins sur les non-binaires qu'on rencontre de plus en plus. Et je n'ai pas encore rencontré de non-binaires en Haïti, mais aux États-Unis, au Canada, écoute, même en République dominicaine, au Brésil. Donc, oui, je les rencontre. Écoute, c'est monnaie courante. Bon, je ne sais pas si quelqu'un a déjà rencontré quelqu'un en Haïti, par exemple, on ne peut pas déterminer si la personne est homme ou femme. Moi, je ne parle pas de quelqu'un
c'est-à-dire qui se présente comme femme, mais on sait que c'est, par exemple, c'est ce qu'on appelle un massissi, etc. Non, là, je ne suis pas là-dedans là du tout. Je suis dans quelqu'un, par exemple, qui n'est pas en train de se faire passer, ou du moins, tu vois, enfin, on se sent quand il y a l'excès de zèle, mais on pense on est dans quelqu'un qui est naturel, relativement naturel. Sa voix ne vous laisse pas, ne vous laisse pas deviner son sexe et non plus son style et son habillement. Donc, c'est vraiment tout est non-binaire. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait retourner sur la question, si Carl voudrait réagir, ou Francky, ou Guichet. Aujourd'hui, Fortuné ne dit pas un mot. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut réagir. Donc, s'il n'y a personne, Francky, toi, Francky, sûrement un problème de connexion. Oui, Donc, oui, je suis là. ok, Francky, tu peux réagir. Oui, donc, en fait, je pense que, en fait, il y a oui, là, ça qui parle de célébration mobile de, de l'identité. Quand il parle de célébration mobile, c'est-à-dire c'est une identité qui est tellement instable. C'est une identité qui est, genre, comme on pourrait dire, par-ci, par-là. Donc, avec la question de avec la question de la postmodernité, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est-à-dire qu'en réalité, euh, maintenant, maintenant, on est sorti. Bon, on a perdu Francky. Carl, si tu veux, tu peux réagir. Oui, proche, malheureusement, je n'ai pas rencontré ces gens-là en Haïti. Et il y en a que j'ai rencontré, par exemple, des femmes qui essaient de s'habiller comme étant des hommes. Ici que des hommes qui essayent de s'habiller en tant que des femmes, mais pas de voir une femme ou un homme et qui ne s'efforce pas vraiment, comment dirais-je, en tant que femme, de ressembler à un homme, en tant qu'homme, de ressembler à une femme. Là. J'ai pas encore vu ça en Haïti. OK. OK. Dans les movies, tout ça, j'ai vu ça, mais en Haïti, j'ai pas encore vu ça. Je comprends. Merci. Merci beaucoup, Carl, et merci de ta participation aujourd'hui. Donc, je crois aujourd'hui, c'est toi et Atia qui ont les notes de participation. Eh bien là, écoute, je ne sais pas si Francky pourrait dire le dernier mot parce qu'il nous reste 4 minutes. Francky, est-ce que tu es encore là? Je pense que Francky, et on a perdu Francky, mais sinon, c'est pas grave. Donc, moi, je ferai en sorte de voir si je pourrais mettre le cours en fait, ce cours-là sur la page. Je vous invite aussi à vous abonner pour avoir les derniers cours et puis à aller suivre le cours sur la chaîne YouTube. Donc, sinon, si Francky n'est pas là pour dire le dernier mot, moi, je dis merci à Francky pour cette présentation, pour cette belle présentation. Et puis, j'espère que vous êtes satisfait. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser à Francky. Je pense que Francky pourrait partager avec nous son courriel dans le chat aussi. S'il y a des questions, on pourrait toujours revenir sur Francky pour des questions. Et puis, vous allez rencontrer Francky un peu plus souvent à la faculté maintenant.
parce que puisqu'il vient d'être admis au programme de maîtrise, donc on va rencontrer Frankie. Donc, écoute, ne vous gênez pas, allez rencontrer Frankie, posez des questions à Frankie. Frankie, lui, il est un passionné de la question de la mode et tout ce qu'il y a sur le mannequinat, la mode. Donc, en fait, on est en train de finaliser un livre ensemble. Donc, quoi, moi, ça va être vraiment avant l'été. Donc, vous allez pouvoir l'acheter ou le lire dans la bibliothèque avant l'été. De toute façon, ça va sortir. Donc, ça va sortir avant l'été. Donc, c'est un livre qui porte sur l'invention, qui s'appelle, je pense que le titre, c'est, Francky pourrait me corriger si je ne dis pas bien le titre. Mais je pense que le titre, ça va être Invention du sujet, d'accord, moderne à travers la mode. C'est ça, OK, l'invention du sujet moderne à travers la mode. Je pense que c'est ça le titre. Donc, j'espère que je n'ai rien oublié dans le titre. Attends, mais je peux vite. Attends, je vais voir si j'ai le titre quelque part. Ouais, je pense que je vais l'avoir. Je vais juste confirmer parce que j'ai le texte sous les yeux. Attends. Mais sinon, c'est ça. Francky, attends, c'est quoi le titre? Ouais, c'est ça. L'invention du sujet moderne à travers la mode. C'est ça le titre de notre prochain livre. C'est un ouvrage que vous aurez la chance de lire durant l'été, cet été-là. Donc, c'est sur l'identité, la mode et puis comment les mannequins, quelles sont les stratégies de construction identitaire chez les mannequins. Et puis, en fait, il y a aussi eu un chapitre sur un peu de la philosophie de la beauté en Haïti. Qu'est-ce que c'est que le beau? Comment construit-on le beau dans notre imaginaire? Qui est beau ou pas? Et qu'est-ce que c'est que le beau dans la construction identitaire? Donc, comment conçoit-on le beau en Haïti? Il y a une manière de concevoir, on conçoit ça d'une manière. Donc, tout ça, c'est dans le livre. Et puis, le vaudou aussi et la mode, d'accord? Je crois il va y avoir, pas un chapitre, mais on va aussi développer ce point. Donc, je vous invite d'ores et déjà à procurer le livre. Donc, je vous dis merci beaucoup pour cette séance. Donc, puis, merci à Alcin et Cards qui ont participé et puis qui ont animé avec Francky et moi le cours de ce soir. Merci. Bye bye. À la prochaine. À la prochaine, bonjour. Bye bye, Carls. Bye. Ouais.